Bon, 2 ou 3 choses que je voulais vous faire écouter. D'abord, nous sommes le 7 mai 2017. Emmanuel Macron parle au soir de son élection. C'est la première fois qu'il est élu. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Bon, manifestement, ça n'a pas marché. Je suis pas persuadé que les gens qui ont voté pour Marine Le Pen hier ou pour Jordan Bardella pensent précisément qu'ils votent pour des extrêmes. Je pense qu'ils ont le sentiment de voter simplement pour un parti qui répond à leurs interrogations sur la sécurité, sur l'identité, sur nombre de choses. Comment dire, contre le wokisme, contre beaucoup d'éléments avec lesquels ils ne se reconnaissent plus en France. C'est vrai, contre l'Europe fédérale, bien sûr, contre Macron, bien évidemment, contre Madame von der Leyen, contre la bordélisation du pays, contre l'immigration incontrôlée. J'ai l'impression qu'ils ont plus voté bien souvent non que une adhésion à un parti, fût-il le Rassemblement national. Donc j'ai pas le sentiment, et je vais poser la question tout de suite à Benjamin Morel, qu'ils ont voté précisément pour un parti d'extrême droite. Non, clairement, c'est aujourd'hui plus tout à fait le sujet, et quand on parle du Rassemblement national, on a un parti qui s'inscrit dans ce qu'on appelle les droites populistes au niveau européen. Ce qui est très intéressant dans la sociologie électorale de ce qui s'est passé hier, je ne parle pas de la dissolution, mais vraiment du résultat des européennes, c'est pas tant le niveau du RN qui soit à 30, 31, 32, 33%, ça n'aurait pas fondamentalement changé la donne, c'est la diversification de son électorat. Naguère, l'électorat du Rassemblement national était très stratifié sociologiquement, que ce soit en termes de revenus ou en termes d'âge. Là, on voit que c'est un parti qui perce dans toutes les catégories. Diplômés, CSP+, retraités, qui naguère étaient totalement imperméables à ce parti. Comment vous expliquez ça ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, on voit que ce parti s'est dédiabolisé et s'est également crédibilisé. La stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale fait que une partie de l'électorat de droite pouvait partager un certain nombre de valeurs sur l'immigration, etc., avec le RN, mais jugé que ce parti n'était pas en capacité demain de prendre le pouvoir et de l'assumer réellement. Aujourd'hui, cette période-là est en partie terminée. Mais vous ne pensez pas qu'au-delà de tout ça, c'est surtout parce que ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans ne répondent pas précisément aux interrogations que se posent les Français. C'est-à-dire que les gens, manifestement, c'est ce que nous disait tout à l'heure une dame de Brest, elle nous dit « Brest a changé ». Vous prenez les enquêtes d'opinion. On dit la France se droitise, c'est moins évident. Quand vous prenez les enquêtes sur l'appartenance politique des Français, les Français sont paumés, en grande majorité, droite, gauche. En revanche, il y a 2 points sur lesquels ils sont clairs. Ils veulent plus de social, et en effet, sur les sujets identité, immigration, on a des options plus à droite. La force du RN... Ça veut rien dire d'ailleurs à droite. Être sécuritaire, c'est d'être à droite. Ils veulent plus de sécurité. Vous traduisez on ça est d'accord, en disant... Pascal. On est d'accord, Pascal. Bah oui, vous êtes d'accord, mais la question, c'est... Le programme du RN aujourd'hui parvient à conjuguer les deux. Vous prenez par exemple la droite LR ou Éric Zemmour. Vous avez une option libérale. Vous n'allez pas chercher les classes populaires avec ça. Vous prenez la gauche, il n'y a pas de sujet sur l'immigration. L'AFI avait fait faire un sondage par Harris 1 an avant les dernières présidentielles en ne sondant que ses propositions économiques. Bilan, 70% des Français étaient d'accord avec les propositions. L'AFI est arrivé sur les plateaux en disant « Regardez, 70% des Français sont d'accord avec nous ». Sauf qu'en fait, il n'y avait que les propositions économiques. La force de Marine Le Pen, c'est qu'elle parle de social et d'immigration. Alors écoutons-la justement, Marine Le Pen. Écoutons-la et après on va être avec Colette qui va pouvoir vous interroger. Écoutons Marine Le Pen hier soir. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. En clair, nous sommes prêts à faire revivre la France.
On va remercier notre ami Jacques Serret qui va retrouver la rédaction politique parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à préparer pour le 13h. Absolument. Exactement. Et là, je vais être avec Colette que je salue. Bonjour Colette, restez avec nous. Bonjour Pascal. Vous allez pouvoir interroger pourquoi pas Benjamin Morel et donner votre avis. Mais nous marquons une pause. Bonjour Colette. Bonjour Pascal. Comment allez-vous ? Ça pourrait aller mieux. Hein. Pourquoi vous avez si voté le vote était différent et si on n'était pas parti pour je ne sais combien de temps de discussions, de bagarres les uns avec les autres et voir le résultat qu'on va avoir, c'est quand même un peu inquiétant, quoi. Quand on aime son pays et qu'on a un œil quand même sur ce qui se passe, j'aurais préféré que ça soit autrement. Bon, vous avez voté hier à Paris ? J'ai voté à Montrouge. À Montrouge. Vous avez voté pour qui ? J'ai voté pour Madame Hayet. Ah oui, effectivement. Donc vous êtes déçu ce matin. Est-ce que moi j'ai toujours voté à droite ? Je n'ai jamais voté extrême droite. Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour Monsieur Bellamy ? Parce que il m'inspire pas du tout. Je l'ai vu, j'ai regardé les débats, je l'ai vu, je l'ai écouté à la radio. Et Madame Hayet, elle vous a inspiré ? Oui, parce qu'elle est présente, voyez-vous, comme députée européen. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup de choses avec les autres et que son taux de présence était bien au-delà de ce qu'est la présence de M. Bardella, par exemple, qu'on appelle là-bas Bardella-Pala. Donc, voyez. Oui, mais bon, Bardella-Pala, hier soir, il était là, et c'est ça qui est important pour lui. Il faut qu'il soit présent, quoi. C'est la moindre des choses. Mais maintenant, notre président, il n'avait pas d'autre choix, parce qu'il a sous le coude les lois qui devaient passer pour la fin de vie, pour le changement, pour le chômage, et tout le monde se serait mis contre lui à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est un beau bazar en ce moment. Ils auraient voté des motions de censure et ce serait de toute façon, il aurait été obligé de faire ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'hier, il a pris tout le monde de court. Là, ils n'ont plus que 3 semaines pour se mettre d'accord. Ils sont tous en train de se battre à droite comme à gauche, et c'est jouissif de voir ça, d'ailleurs. Donc, on va voir on va voir le résultat. Mais tout à l'heure, je vous écoutais depuis ce matin, là. Vous avez omis quelque chose. Il y a 47% d'abstention. Dans ces 47%, là, il y a des millions de Français qui n'ont pas voté, mais qui peuvent aller voter. Et ça peut faire toute la différence. Faut pas oublier. Ceux qui s'abstiennent, là, ça va peut-être leur donner un coup de pied aux fesses. Ils vont peut-être avoir envie d'aller dire ce qu'ils pensent. Voyez-vous, monsieur ? Écoutez, Monsieur Pro, ça peut tout changer. Oui, mais bon, mais c'est vrai. Sauf moi. Et alors, ça, c'est vrai. Je sais pas ce qui est vrai ou pas. Moi, je pense il y a des millions de Français qui n'ont pas été votés. Oui, mais je pense que 6 millions de Français correspondent exactement au reste de ceux qui ont voté intuitivement. Alors, je n'ai pas la preuve de ce que je dis, mais les 40% de Français qui s'abstiennent, je pose la question à Benjamin Morel. Est-ce que vous pouvez savoir s'il y a plus de gens de gauche, plus de gens de droite, plus de mobilisés à droite ou pas à gauche? On peut avoir une idée. Alors, ceux qui ont le plus de réserves aujourd'hui, c'est les insoumis, parce que c'est ceux qui, dans ce type d'élection, se mobilisent le moins. Et donc, il y a des réserves de voix très clairement pour la FI. Il y a également des réserves de voix importantes pour le RN, qui est un électorat très populaire, qui s'est plutôt bien mobilisé, mais avec beaucoup plus d'électeurs en termes de nombre. Il y a des réserves de voix quand même pour Renaissance. Mais ces élections sont intéressantes à plusieurs titres. L'électorat du centre se mobilise à toutes les élections. C'est la poule aux œufs d'or en politique. Il est toujours là. C'est des retraités et des CSP+. Là, il s'est démobilisé comme il s'était démobilisé aux dernières législatives. Ce qui montre que dans cet électorat-là, il y a une forme de récrimination vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Pour arriver à récupérer ses électeurs, Emmanuel Macron va devoir ramer. Il rame déjà depuis plusieurs mois. Donc, il peut y avoir un surplus de mobilisation. Il n'est pas certain que ce surplus joue en faveur de la majorité. C'est même plutôt d'autres options qui s'imposent. Bon, on va essayer avec vous de faire de la prospection électorale. J'ai regardé les législatives de 2017 et 2022. On va prendre par exemple le cas de 2017. Législative 2017. Au premier tour, parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant, le premier tour, le deuxième tour, les pourcentages, comme beaucoup de listes n'existent plus, on ne peut pas prendre en compte le pourcentage du deuxième tour. En revanche, on a une photographie sur un premier tour législatif, j'espère que tout le monde me suit, de la répartition des partis politiques. La majorité présidentielle, en 2017, fait 32%, à peu près, de mémoire. Et elle a plus de 50%, elle a 60% des... Alors, je vous pose une question simple. Hier, Jordan Bardella a fait 33%. Si, au premier tour de la législative, il garde ce score aussi haut, est-ce que ça veut dire que la Chambre parlementaire sera
Rassemblement national. Voilà une question pour vous. J'aimerais que ce soit aussi simple, Pascal. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça l'est pas. D'abord parce qu'on a une élection à 2 tours et pas à 1 tour. Et donc à partir de là, il y a un fait qui va être extrêmement important à suivre dans les prochains jours, c'est est-ce qu'il y a une union de la gauche ? Les circo-NUP, les circos qui sont tombés dans les mains de la NUP la dernière fois, sont des fiefs pour la NUP parce que la gauche a fait un mauvais score en 2022. Mais c'est des fiefs si la gauche est unie. Si la gauche est désunie, et c'est le pari d'Emmanuel Macron, à ce moment-là, ces circos peuvent tomber dans les mains du RN, mais également de la majorité. Et donc, il peut y avoir un jeu, à ce moment-là, qui soit assez neutralisant, la gauche disparaissant quasiment de l'Assemblée, et très neutralisant pour le Rassemblement national, avec un effet vote utile pour la majorité. C'est une possibilité. Ce que vous dites sur le taux est corrélé quand même avec une réalité. On estime qu'avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, quand vous êtes entre 35 et 40%, vous pouvez parier sur une majorité absolue. Il y a une condition pour le RN. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de front républicain. Autrement dit que, en cas de duel... Ça ne marche plus, le front républicain. J'y viens, Pascal. Qui peut croire le en cas de majo RN, eh bien, l'électorat de gauche, par exemple, ne se mobilise pas en faveur de la majorité. Sauf que plus personne n'y croit. Et là, j'abonde dans votre sens, ça s'est pas passé en 2022 aux législatives, ça n'a pas été un élément du vote qui a pu mobiliser l'électorat comme ça avait été le cas en 2019 pour ces européennes. Donc en faisant ce pari-là, Emmanuel Macron fait un pari qui est quand même assez contre-intuitif au vu de tous les résultats. Autre question très technique. Si la France insoumise est toute seule, et il semblerait quand même qu'après ce qui vient de se passer, ça va être compliqué pour le Parti socialiste de Raphaël Glucksmann de passer un accord avec la France insoumise. On a le sentiment vraiment que s'ils y arrivent, je suis même pas sûr... Ils ont un instinct de survie quand même, parce que pour répondre un peu à votre question, si jamais il n'y a pas d'accord à gauche, ça veut dire que probablement, il n'y a plus de groupe PC, il n'y a plus de groupe Vert, il n'y a peut-être plus de groupe socialiste ou un groupe réduit à peau de chagrin. Oui, mais ils iront quand même. Réduit à peau de chagrin pour la qu'ils iront quand même. Je pense que la raison s'imposant du point de vue purement arithmétique et électoral, il y aura un accord peut-être à minima, rééquilibré en faveur notamment du PS sur les circos. Vous pensez que Raphaël Glucksmann, parce que Raphaël Glucksmann, son score est important. Raphaël Glucksmann n'est pas à la tête du parti. Oui. Alors, et ceux qui vont jouer, c'est les députés, en fait. C'est-à-dire que les députés socialistes, s'ils ont un sens minimal de la survie, savent qu'aujourd'hui, malgré toutes les récriminations qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils ne seront peut-être plus députés, enfin, ils ne sont déjà plus députés, mais ils ne seront pas à nouveau députés dans un mois, si jamais il n'y a pas d'accord. Bon, en tout cas, ces questions, elles sont passionnantes. Colette, est-ce que vous avez une question à poser ? Il y a quelque chose d'important quand même. Moi, j'ai regardé Marine hier soir. Elle n'était pas du tout détendue, aussi gaie, aussi ironique et joyeuse que d'habitude. Elle a fait elle a lu son petit papier, puis ils sont partis tout de suite avec Bardella parce qu'elle sait très bien qu'il n'est pas au point comme Premier ministre. Et si jamais il se plante, c'est fini pour elle en 2027. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Chirac on avait la majorité à l'Assemblée nationale. Lui aussi, il l'a dissous. On s'est retrouvé avec Jospin et qu'est-ce qu'on a fait après ? 5 ans après, Jospin, il n'était plus bon à rien. Tout le monde l'a viré. Et là, ça peut se passer pareil avec son poulain. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le débat avec Gabriel Attal, qui avait tout dans la tête, et Bardella, qui avait ses petites notes, qui s'en mêlaient les pieds dans ses pourcentages. Là, ils s'en mêlaient les pieds, mais manifestement, les Français... Il n'est pas prêt du tout pour être Premier ministre, à mon avis. Oui, écoutez, vous savez, chère Colette, il y a beaucoup de gens qui disent « ça ne peut pas être pire ». Voilà. Qui depuis 7 ans... Gabriel non, mais il y en a Attal, beaucoup. c'est autre chose quand même. Mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis que le bilan de la Macronie, il y a beaucoup de gens qui, le bilan de la Macronie, on nous a dit c'est le Mozart de la finance, à l'arrivée on a 3 000 milliards de dettes. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est l'avantage numéro 1 sans doute du Rassemblement national, il n'a jamais été au pouvoir. On verra ce qu'il est capable de faire. Forcément, dans un pays qui a des difficultés XXL, quand certains proposent de faire bouger les lignes alors qu'ils n'ont jamais été au pouvoir, ils bénéficient d'un petit avantage sans doute. En tout cas, je vous remercie Colette. Je vous remercie grandement. Alors, Benjamin Morel m'a un peu étonné parce qu'il pense donc à un accord France Insoumise, Parti Socialiste, Europe Écologie, Les Verts et PC, donc la reconduction de la NUPS. Je parie sur l'instant de survie. Pascal. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais là, il peut quand même, après ce qui vient de se passer, où messieurs
Roussel a dit la NUPES c'est fini, ou le PS a pris ses distances. Alors Olivier Faure, il fera tout pour garder son siège, parce qu'autrement il l'a perdu, c'est entendu. Mais vous avez aussi Raphaël Glucksmann, sa voix compte, vous pouvez pas l'écarter comme ça. Ce qui va compter essentiellement, d'ailleurs vous l'entendez depuis hier, les barons du PS entre guillemets ont repris un petit peu le lead du point de vue de la communication, ça va être... Alors il y a plusieurs moutures de l'accord. Il y a l'accord maximal type NUP où on s'accorde sur le programme, il y a un accord strictement électoral, pas de concurrence sur les circos, et il y a un accord à minimal qui peut être de dire sur les circos, c'est la même chose. Sur les circos qui sont déjà attribués et où vous avez déjà un député NUP, il n'y a pas de concurrence. Sur les autres, c'est ouvert. 12h27. Dans tous les cas, il est assez peu probable qu'ils aillent dans le mur. Bah écoutez, on verra, mais vous êtes cynique finalement, vous ne croyez pas aux idées. Moi, je suis réaliste, Pascal. J'aime les idées, mais je constate qu'elles ne guident pas le monde. 12h29, à tout de suite. Dans un instant, le journal permanent des Monsieur Jacobelli, pardonnez-moi, sera là dans 2 secondes. Okay. Cher Laurent Jacobelli, vous patientez quelques secondes et député du Rassemblement. Alors, vous n'êtes plus député? Et non, je ne suis plus député. Ça vous y êtes est, au chômage. Écoutez, en tout cas, très actif pour un chômeur. Lorsqu'on n'est plus député, d'ailleurs, on touche son salaire encore pendant 6 mois, c'est bien ça? Alors, écoutez, je ne connais pas les détails. Je crois qu'il y a une période, effectivement. Oui, je me on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez raison, mais je pense qu'on a d'autres chats à fêter en ce moment. Bon, vous allez vous représenter? Oui. Bon. Je dis au revoir à Monsieur Morel. C'était un plaisir. Pascal. Il y a longtemps que je ne vous avais pas vu. Je reviens avec plaisir quand vous voulez. Mais pourquoi vous venez pas sur CNews? Pourquoi vous venez jamais me voir? Bon, alors on va vous inviter. Monsieur Jacobelli, vous avez peut-être des origines italiennes avec un nom comme le vôtre? Et oui, je vous le confirme, mes grands-parents sont venus en France et ils viennent de Rome, tout à fait. Votre analyse de ce scrutin hier et est-ce que vous avez, comme Marine Le Pen, accueilli avec joie cette dissolution que vous demandiez? Et oui, évidemment, parce qu'on l'a demandé pendant toute la campagne. Jordan Bardella l'a dit, si l'écart entre Valérie Hayé et la liste du RN est très prononcé, il faudra dissoudre. Donc on a évidemment accueilli cette nouvelle avec bonheur, parce que c'est le respect aussi de la Ve République. Le peuple aujourd'hui ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron, il lui a montré, et donc il faut retourner au peuple pour décider demain qui fera le gouvernement. Donc c'est une décision sage, je ne le dis pas souvent d'Emmanuel Macron, mais là c'est une décision sage. Bon, je disais, j'avais le sentiment que la France hier avait dit non, et qu'elle avait dit non à beaucoup de choses, non à Macron bien sûr, non à l'Europe fédérale, non à Madame van der Leyen, non à la bordélisation du pays, non à l'immigration incontrôlée, non à l'insécurité, non au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État, non au wokisme, non à l'islamisation, mais est-ce qu'elle a dit oui au Rassemblement national ? Oui, je le crois. Elle a dit oui au pouvoir d'achat parce que les Français l'ont compris. Les mesures qu'on proposait, notamment de sortir de la tarification européenne de l'électricité, qui est quand même augmentée de 45% en 2 ans, tout simplement parce que les centrales allemandes coûtent très cher. Ils ont compris que nous disions oui à notre culture, à notre identité, en voulant tarir le flux migratoire qui vient en France en permanence et que l'Europe veut accélérer. Et puis ils ont compris aussi qu'on pouvait dire oui au respect. Le respect des Français, le respect de ce qu'ils veulent. Ils vivent à coup de 49.3 depuis 7 ans de Macronie, une forme de suffisance qui leur dit on est meilleur que tout. Et puis ils voient la dette filer, ils voient le chômage qui repart, ils voient leur pouvoir d'achat diminuer, leur quotidien enquiquiné par un tas de normes absurdes et parfois écolo-dingo. Donc je crois que les Français ont envoyé un double signal. Effectivement, on ne veut plus de la politique d'Emmanuel Macron, mais on entend ce que dit le Rassemblement national et ça nous plaît. Bon, vous-même êtes député, vous allez vous représenter en Moselle, je crois, voilà, dans la 8e circonscription où vous aviez gagné avec 52% des suffrages la dernière fois contre Céline Léger, qui était de la nouvelle Union populaire écologique et sociale d'ailleurs, la France insoumise. Vous étiez donc face à un candidat de la NUPES, cette NUPES qui va peut-être ou non se reformer ces prochaines minutes. Je vais, vous le savez, de débat en débat et j'entends effectivement la gauche nous reparler de la NUPES, alors qui changerait de nom, qui s'appellerait le Front Populaire, enfin ils sont en train de trouver un nom. Maintenant, moi j'ai envie de leur poser une question, est-ce que vous êtes là pour le bien des Français, c'est-à-dire vous faire élire sur un programme, ou est-ce que vous êtes prêt à tout accepter pour sauver votre poste? Parce que quand on est prêt à s'associer à des gens qui nous expliquent que le Hamas est un mouvement de résistance, qui nous expliquent que finalement il n'y a pas d'antisémitisme en France, mais qui eux-mêmes font en sorte de le
raviver, eh bien, on se demande si des gens à gauche ont vraiment une conscience. Ils peuvent se regarder dans le miroir, pour certains, sauver son poste et sacrifier ses valeurs. Écoutez, c'est une vision du monde. On verra bien si c'est celle-là qui est suivie par la gauche ou l'autre d'ailleurs, parce qu'ils ont une autre opportunité. Ils sont dragués de manière assez lourde d'ailleurs par le parti présidentiel. On verra bien de quel côté ils penchent, mais vous savez, les alliances improbables faites pour le confort et les indemnités des élus, c'est, je crois, pas du tout ce qu'attendent les Français. Monsieur Jacobelli, qui est un des membres du Rassemblement national, député, qui est avec nous, et une ou deux questions encore à lui poser. Reconquête demande l'union des droites. J'ai le sentiment que beaucoup d'électeurs sont sur cette ligne-là. Ils aimeraient, parce qu'ils voient des passerelles entre les Républicains, entre Reconquête et entre le Rassemblement national, ils aimeraient qu'il y ait une forme de programme commun de la droite, comme il a existé un programme commun de la gauche. Marine Le Pen a fermé la porte. Pas de négociation avec Reconquête. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes vous-même sur cette position ? Vous savez, nous, on veut unir les électeurs d'abord. Vous savez, les accords d'appareil, ça peut donner la NUPES. Alors parfois, c'est pas forcément le meilleur pour les Français. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut unir tous les patriotes. Vous bottez en touche. Vous bottez en touche. Moi, j'en connais à gauche. Vous voyez, donc l'union des droites, comme l'a dit Jordan Bardella, c'est un peu limitatif. Après, c'est la stratégie Meloni. Moi, j'observe une chose, c'est que la seule hier qui a gagné en Italie avec l'union, avec cette stratégie-là, c'est Madame Meloni, et qui a réussi l'union des droites. Alors évidemment, il y a toujours négociation dans un programme commun. On reproche par exemple au Rassemblement national d'être trop à gauche sur le plan économique, et Reconquête est sans doute plus libéral et plus à droite. J'imagine que c'est une négociation possible. Mais est-ce que ce serait intéressant pour vous ? Parce que dans ces cas-là, vous pesez un peu plus lourd. Vous savez, vous avez parlé de Madame Meloni. Hier, elle a fait effectivement un score exceptionnel. Mais il y avait la liste de Madame Meloni, il y avait aussi la liste d'autres mouvements qui sont alliés avec elle au gouvernement, mais qui ont présenté leur candidature. Écoutez, honnêtement... Pas d'alliance, nous sommes d'accord. Pas d'alliance, c'est le mot d'ordre. Vous serez tout seul, malgré les... Regardez notre liste. Vous serez tout seul. Vous avez des gens qui viennent de la société civile. Il y en a qui étaient au LR, comme M. Garot, M. Mariani. Il y en a qui étaient... non, mais pas d'accord de parti, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, autre question qui me paraît primordiale. Autre question qui... Alors celle-là, elle est primordiale. Les Jeux Olympiques arrivent. Bon, Gérald Darmanin est le ministre de l'Intérieur. Oui. Il connaît parfaitement ce dossier, qui est un dossier très lourd, j'imagine, parce que au-delà de la politique, techniquement, c'est, j'imagine, pas simple d'organiser les JO et notamment la cérémonie d'ouverture. Qui est ministre de l'Intérieur si le Rassemblement national a la majorité le 7 juillet ? Alors, j'ai pas la réponse, il faudra poser la question à Jordan Bardella, mais vous savez, aujourd'hui, Gérald Darmanin... Non, mais en un mois, quelqu'un arrive, découvre des dossiers, est prêt à cela. Je ne sais pas d'ailleurs qui, au Rassemblement national, est le plus pointu sur les questions de ce type. Alors, je vais vous répondre. D'abord, aujourd'hui, on nous annonce quand même que dans certains territoires, et c'est le cas dans le mien, on va prendre les 2 tiers, on va les ponctionner 2 tiers des forces de l'ordre pour les ramener à Paris, protéger les Jeux Olympiques. Et dans le même temps, on nous annonce que des migrants vont être envoyés dans les villages. Vous voyez bien l'effet ciseau et l'effet que ça va avoir sur l'insécurité. Donc je ne suis pas sûr que M. Darmanin soit un modèle. Il manque encore des agents de sécurité. On a vu que parmi ces agents de sécurité, il y avait des infiltrés, des fichesses. Donc honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. Et puis j'espère que M. Darmanin est un bon républicain et qu'il ne partira pas en brûlant les dossiers, qu'il laissera à son successeur l'ensemble des données pour gouverner. Évidemment qu'il n'y a même pas, non seulement il n'y a même pas d'interrogation là-dessus, mais convenez que pour un parti qui arrive au pouvoir, qui n'a jamais été aux commandes de l'État, convenez quand même que c'est pas simple sur un des événements les plus importants à organiser. Donc ma question, c'est pas le moment. Si j'étais même provocateur, est-ce que et ça m'arrive de l'être, est-ce que vous pourriez imaginer que Jordan Bardella propose à Gérald Darmanin de rester jusqu'au 15 septembre, par exemple, et de lui dire, écoutez, vous connaissez ces dossiers, je pense que nous pouvons travailler ensemble, même si nous ne partageons pas à 100% les mêmes opinions politiques, mais au nom de la connaissance des dossiers, je vous propose de rester et d'assurer l'autorité pendant les Jeux Olympiques. Je rêve sans doute parce que ça ne se passe pas comme ça en politique. Oui, ça paraît délicat, mais surtout, vous savez, si
31,5% des Français nous ont fait confiance hier pour le scrutin aux européennes, c'est essentiellement pour l'immigration et la sécurité, qui sont deux faillites de Gérald Darmanin. Je ne vois pas comment nos électeurs comprendraient qu'on laisse l'homme qui ouvre la porte à 1,5 million de migrants supplémentaires chaque année, qu'on laisse l'homme qui a fait s'envoler les taux d'insécurité, les vols, les agressions, etc. Je pense qu'il y aurait au moins une anomalie. Donc ça me paraît être une hypothèse... Il n'y a pas de nom. Est-ce qu'il y a des noms aujourd'hui? Parce que j'imagine que vous allez tous réfléchir à avoir le profil. Je ne sais pas, par exemple, Monsieur Jacobelli, vous faites partie des hommes qui sont importants dans ce mouvement. J'imagine que vous seriez très certainement dans ce gouvernement Bardella. Et quel est votre domaine dans lequel vous semblez le plus compétent, si j'ose dire, ou celui dans lequel vous aimeriez être consulté? Écoutez, je ne vais pas vous répondre pour une bonne et simple raison, c'est que quand on annonce que quelqu'un est nommé, en général, on le respecte. Marine Le Pen, elle est en course pour la présidence de la République, elle a dit que ce serait Jordan Bardella Premier ministre et on est fidèle à cela, mais vous savez, si nous devons former un gouvernement, il ne sera pas à 100% RN. Nous ouvrirons les portes à ceux qui sont... oui, mais si personne ne veut venir... Parce que j'ai l'impression... Vous verrez, et croyez-moi, j'ai l'impression qu'il y aura du monde. Mais nous prendrons le meilleur dans chaque domaine. Mais si je vous dis aujourd'hui, monsieur Tartampion sera à tel ministère et monsieur... vous pensez qu'une fois que les places sont bonnes et que des Républicains, vous pourrez débaucher des Républicains, parce que ou même des gens de Reconquête. Bon, Marion Maréchal, elle vous rejoint ou pas? Et elle va quitter, à votre avis, Reconquête, ou elle reste... J'ai pas entendu ça. Alors pareil, il faut lui poser la question, mais j'ai pas entendu ça. Non, j'ai pas entendu ça. Bon, écoutez, merci beaucoup, monsieur Jacobelli. C'était et bonne chance pour votre élection et votre candidature dans la Moselle. Et puis, en revanche... Sur 31 communes, nous arrivons premiers dans toutes les communes. Vous avez regardé, j'imagine, le score précisément dans votre circonscription hier? Absolument. Et Jordan Bardella est arrivé en tête? Oui, très largement en tête. Avec combien? Il a la majorité dans beaucoup de communes. On est au-dessus des 43%. Donc il a fait dans votre circonscription un score au-dessus de la moyenne nationale? Très largement, oui, tout à fait, et 40% en Moselle. Donc on peut imaginer que vous soyez favori. On peut imaginer que vous soyez favori dans cette circonscription. Ce qui est intéressant, c'est de voir le vote des grandes villes, Paris notamment. Oui. Par exemple à Nantes, qui m'intéresse beaucoup. Nantes, Monsieur Glucksmann en tête. Deuxième, la France Insoumise. Troisième, Valérie Hayé. Quatrième, Manon Aubry. C'est-à-dire que et Jordan Bardella dans une ville comme Nantes est à 10%, et c'est la même chose pour Rennes. Donc vous avez deux grandes villes, deux grandes métropoles, et c'est la même chose pour Paris, quasiment. C'est-à-dire que vous n'existez pas dans les grandes métropoles. Je ne sais pas si vous avez une explication, Monsieur Jacobelli. En tout cas, vous existez moins. C'est probablement un électorat qui est un peu plus épargné par les grands problèmes de notre société, mais vous savez, en politique, tout est question d'évolution. Et quand on regarde les chiffres dans des catégories socio-professionnelles ou dans des tranches d'âge où nous étions effectivement très loin, nous avons très largement augmenté. C'est le cas des CSP+, des cadres et des retraités. Si vous voulez, c'est l'évolution, la dynamique qu'il faut voir, parce qu'on ne fait jamais 100%, on n'est jamais majoritaire partout et dans toutes les catégories. En revanche, quand ça progresse partout, là, ça donne de l'espoir, puisque effectivement, plus de 90% des communes ont mis Jordan Bardella en tête. Oui, mais pas les grandes villes. Vous l'avez dit, mais nous y progressons dans beaucoup de catégories et c'est ça qui nous donne de l'espoir. Merci. Pour demain avoir la majorité. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jacobelli. Il est 12h45, la pause, et ça va être le débrief de Laurent Tessier.